La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les journalistes togolais sont appelés à une meilleure application de leur code de déontologie et cela passe par une maîtrise de ces textes qu'ils découvrent depuis ce matin lors d'une rencontre à suivre dans cette édition. Une zone industrielle sera bientôt implantée à Adétikopé, mais quels en seront les impacts sur l'environnement et sur le social? Les populations de la zone ont été édifiées ce mercredi. Et puis deuxième tour pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Une seconde campagne qui débute demain et concerne la région maritime et le Grand Lomé. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République autour du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 6 communications. Le ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Iwadan, nous en fait le compte-rendu. Du 25 novembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 6 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant attribution et organisation type de la direction des affaires financières des ministères. Ce projet de décret fait suite à l'adoption par le gouvernement du budget programme. Le basculement vers le budget programme a imposé une réorganisation de la fonction financière des différents ministères. Le Conseil a ensuite examiné le projet de décret fixant les modalités et le prix de cession des actions de l'État dans le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo. Suite à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi 2020-008 du 2 juillet 2020 portant autorisation de la cession de tout ou partie de la participation de l'État dans le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo, le gouvernement a engagé des discussions avec le groupe Olam en vue de faire aboutir ce partenariat à travers la cession effective des actions. Olam est un partenaire historique de notre pays. C'est un groupe de renom dont l'expertise dans le domaine du coton est avérée et dont la présence dans les États voisins est couronnée de succès. Cette cession a pour objet de doubler les rendements agricoles, notamment en exploitant la carte de la fertilité des sols, en modernisant l'outil industriel, en modernisant également la chaîne de production et la transformation, en développant la carte Coton Made in Togo pour assurer un différentiel de prix en s'appuyant sur la qualité du coton togolais. En définitive, les producteurs qui ont également adhéré à cette cession verront leurs revenus garantis et augmentés, notamment par la mise en place d'un mécanisme de stabilisation des revenus qui devrait leur permettre d'avoir un niveau de rémunération assuré malgré les fluctuations qui pourraient advenir sur le prix du coton sur le marché international. Conformément à la loi de 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie, le gouvernement a mis en place une commission d'évaluation des privatisations qui a évalué l'offre du partenaire et apprécié le prix issu des négociations avec le partenaire. Le Conseil a pris acte du rapport produit par la commission d'évaluation des privatisations concernant
la cession de 51% du capital social et a adopté le décret autorisant cette cession pour un montant de l'ordre de 22 milliards de francs CFA. Le Conseil a saisi cette occasion pour féliciter le président de la République pour l'aboutissement de ce processus qui vient concrétiser la volonté de transformer l'agriculture togolaise conformément à l'axe 2 de la feuille de route du gouvernement qui vise à créer des emplois en s'appuyant sur les forces de notre économie. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative aux mesures d'accompagnement du gouvernement en faveur de la rentrée scolaire 2020-2021. Communication présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Pour le compte de cette rentrée 2020-2021, la gratuité des frais d'inscription aux examens, dont le coût est estimé à 1,9 milliard de francs CFA, est devenue effective. Par ailleurs, le programme de cantine scolaire est poursuivi. Il est à noter qu'en plus de la suppression des frais de scolarité en 2008-2009, avec une compensation financière effective de l'État, le gouvernement retient, entre autres, la poursuite de la mise en œuvre du programme innovant School Assure. À ce jour, on dénombre environ 1 916 511 élèves qui en bénéficient. De plus, la crise sanitaire justifie un accompagnement spécial par la mise à disposition de masques à prix subventionné nécessitant la mobilisation d'environ 1 milliard de francs CFA pour faire baisser le prix du masque à 50 francs CFA contre 260 francs dans les établissements scolaires. Au titre de la rentrée 2020-2021, le gouvernement a mobilisé 600 millions de francs CFA pour l'acquisition de tables-bancs et de matériel informatique. Le gouvernement appelle les acteurs à poursuivre le dialogue afin de maintenir un climat de sérénité et trouver les solutions idoines aux défis de l'année scolaire. Le Conseil a écouté une seconde communication relative à la mise en place du programme de gratuité de la prise en charge de la femme enceinte au Togo. La communication est présentée par la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins. L'objectif principal de cette communication est de concrétiser une promesse de campagne du chef de l'État qui vise à réduire notamment la mortalité maternelle et la mortalité néonatale. Dans le cadre de ce programme, qui sera mis en œuvre essentiellement dans les unités de soins périphériques, 4 catégories de prestations seront prises en charge. Il s'agit du planning familial, de la consultation prénatale, de l'accouchement et de la césarienne. Spécifiquement sur les consultations prénatales, il faut ajouter les consultations postnatales et sur l'accouchement seront prises en charge les soins, les actes et les médicaments. Il en va de même pour la césarienne. Ce programme, dont le coût de mise en œuvre est estimé à 7,140 milliards de francs CFA pour l'année 2021, démarrera dans les plus brefs délais. Le programme sera soutenu par une campagne active et renforcée de planning familial avec l'appui des agents de santé communautaire et une implication forte des populations à la base afin d'inciter à l'espacement des naissances. S'en est suivi une communication portant sur le processus d'adoption de la loi sur l'assurance maladie universelle du Togo. Communication présentée par la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins. En effet, la mise en place depuis 2012 du régime obligatoire d'assurance maladie, piloté par l'Institut national d'assurance maladie, facilite l'accès des agents publics et assimilés aux soins de santé essentiels et contribue également à l'amélioration de leur bien-être social
et économique. Et afin de répondre à la volonté du gouvernement de garantir un accès universel aux soins, un projet de loi est en construction qui, une fois adopté, permettra d'instituer un système cohérent, intégré d'assurance maladie universelle. Les bénéficiaires de ce programme seront les agents publics et assimilés, les travailleurs qui sont régis par le Code du travail, les acteurs de l'économie informelle, les acteurs du secteur indépendant, les agriculteurs, les bénéficiaires de pensions, les indigents, les personnes vulnérables ou démunies. Le Conseil a également écouté une communication relative à l'aménagement du territoire et aux outils de l'aménagement du territoire. Communication présentée par le ministre d'État de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Les priorités, dans un premier temps, sur l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire seront retenues afin de favoriser une meilleure localisation des actions prioritaires et un développement harmonieux des territoires. L'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, qui sera conduite avec le concours de partenaires techniques et financiers et l'implication des acteurs locaux, permettra de prendre en compte de façon effective les ambitions de la feuille de route et de contribuer au développement local. La communication suivante, présentée par le ministre en charge de l'économie maritime, est relative aux enjeux de la gestion du littoral et aux réponses actions proposées. L'importance du littoral dans l'économie de notre pays n'est pas démentie. Et cette importance met à jour d'importants défis qui nécessitent de concilier le développement des activités économiques et la protection des espaces naturels du littoral. Le gouvernement se doit alors d'anticiper les besoins et de mettre en place une protection en fonction de la proximité avec le rivage, tout en associant les populations riveraines à l'aménagement et à la mise en valeur du littoral. Une communication relative au programme d'appui aux pistes rurales a également été présentée par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales. Le programme d'appui aux pistes rurales, qui est mis en œuvre avec l'appui de l'AFD et de la KfW, s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de développer près de 4000 km de pistes rurales et a pour objectif de développer et étendre l'accès par des ménages et producteurs agricoles aux intrants et aux marchés par la réhabilitation et la construction de pistes, notamment dans les zones de production de café et de cacao. Les bénéficiaires directs de ce programme seront donc les exportateurs des produits agricoles, les commerçants, les transporteurs, et les bénéficiaires indirects seront les producteurs et les ménages dans les zones ciblées. Les différentes communications présentées en ce jour permettent de mettre en valeur l'action du gouvernement relativement à la feuille de route gouvernementale qui est construite autour des 3 axes, à savoir l'inclusion sociale qui se manifeste par la communication de Madame la ministre chargée de l'accès universel aux soins, sur la gratuité des soins de prise en charge de la femme enceinte au Togo, sur le processus d'adoption de la loi sur l'assurance maladie universelle au Togo et également sur l'éducation, sur la dynamisation de l'emploi relativement à la cession des actions de l'État à Olam. Et la modernisation des structures du pays peut se lire à travers la communication relative au programme d'appui aux pistes rurales. Je vous remercie.
Et suite au compte-rendu du Conseil des ministres ce mercredi, le ministre de la Communication a répondu aux questions des journalistes présents, et notamment celles relatives à la nouvelle société cotonnière du Togo, plus précisément la cession des parts de l'État dans cette nouvelle société. Je vous en propose un extrait. Il faut dire que l'État est en train peut-être de céder ses 24%, ou alors c'est juste la suite logique de ce processus qui avait été déjà engagé. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, l'État a décidé de céder 51% de sa participation dans la nouvelle société cotonnière, ce qui nous permet de revenir finalement à une présence de l'État dans le capital de la nouvelle société à hauteur de 24%, ce qui permet également de noter que la participation des producteurs qui sont regroupés dans une fédération demeure à 25%. Donc au total, nous allons avoir une société qui est structurée à 51% du capital autour de Olam, 24% pour l'État et 25% pour les producteurs regroupés en fédération. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse sur les grandes lignes du Conseil des ministres de ce mercredi en fin d'édition. Pour une meilleure application du code et de la déontologie et du métier, les professionnels des médias sont appelés à s'approprier les textes réglementaires et législatifs sur la presse. Ils sont réunis à Takpamé depuis ce matin sur l'initiative de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le compte rendu avec Silver Abdou. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, dans une démarche participative, celle de faire acquérir les nouvelles dispositions du Code de la presse et de la communication aux professionnels des médias, les amener à cerner l'esprit des tests et de bien les appliquer. Ce qui témoigne donc de cette formation à leur endroit, notamment ceux de la maritime et des plateaux, pour s'approprier les tests réglementaires et législatifs sur la presse, mais aussi toucher du doigt les innovations apportées dans le nouveau code, ainsi que les mutations observées dans le secteur de l'audiovisuel. Un acquis pour faire respecter ces tests en vue du bon fonctionnement de la corporation. Nous avons pour charge de veiller à ce que les textes qui sont adoptés par l'État togolais, de veiller à ce que ces textes soient efficacement appliqués dans la corporation. Alors pour le faire, il est de notre devoir de rappeler périodiquement aux professionnels des médias quelles sont les dispositions sur lesquelles s'organise la profession. Il était opportun pour la Haute Autorité de l'Audiovisuel de pouvoir identifier les innovations, les changements qui interviennent dans le cadre de ces textes-là, puisque c'est des textes qui ont juste été réorganisés. Il était nécessaire de les identifier et d'attirer l'attention des professionnels de la presse sur ces innovations et ces changements. Les nouvelles dispositions apportées dans le nouveau code vont être donc décortiquées pour permettre à chacun de cerner le contenu en vue de bien réglementer et professionnaliser le secteur médiatique. La HAC voudrait mettre à leur disposition les différents tests et leur offrir l'occasion, par des débats et échanges, de bien comprendre l'esprit des tests et de les appliquer efficacement. Nous aurons donc à passer en revue les innovations introduites dans le statut du journaliste et du professionnel de la communication, la transformation des organes de presse en entreprises de presse, la création et l'exploitation des organes de presse écrits, audiovisuels et en ligne, le statut du directeur de publication. Toutes ces actions de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC consistent donc à rendre plus professionnel le secteur des médias et de la communication au Togo. À la primature, ce jour, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a reçu en audience une délégation du groupe Ecobank conduite par son directeur général Etnar Paul Harry. Ils ont ensemble échangé sur le PND et le soutien de la banque à la politique de développement du Togo. Le monsieur Etnar est au micro de Yves Agbevivi. Ecobank, reçu à la primature, réaffirme son rôle de partenaire économique stratégique du gouvernement Toméga Dogbe et son engagement pour la réalisation du plan national de développement PND.
À Madame le Premier ministre, Victoire Toméga-Dogbe, la délégation conduite par le directeur de la zone UEMOA a fait le point des relations entre Ecobank et le Togo. Ce pays est notre pays d'accueil, donc nous voyons vraiment notre rôle comme un rôle de partenaire stratégique pour le développement du pays. Ça a été l'occasion pour nous de réaffirmer encore notre soutien à l'État du Togo pour le développement et la réussite du plan national de développement. Nous avons aussi tenu compte des nouvelles réalités. Et les nouvelles réalités, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous avons une pandémie qui a eu un impact assez significatif sur le développement économique de plusieurs pays, dont le Togo. Et donc l'occasion a été de voir comment est-ce qu'on peut creuser de nouvelles opportunités, analyser de nouvelles pistes qui vont permettre évidemment de pouvoir créer de nouveaux mécanismes de développement, de financement. Certes, la crise sanitaire a dérouté tous les pays de leur élan économique, mais le groupe Ecobank, dans ses échanges avec Madame le Premier ministre, a exploré de nouvelles pistes de financement post-Covid-19. Et je vous le disais en titre, les populations d'Adéti-Kopé auront bientôt une zone industrielle. Un projet dénommé Plateforme industrielle d'Adéti-Kopé qui a été présenté à ces populations de la zone. Une rencontre d'échange s'est tenue pour les édifier sur l'étude d'impact environnemental et social. Voyons cela avec Solange Amandé et Sonia Aménico. Voici le site qui abritera le parc industriel d'Adéti-Kopé. Des entreprises s'installeront désormais dans cette zone dite industrielle une fois opérationnelle. Une rencontre d'échange a été initiée à cet effet pour mettre tous les acteurs concernés au même niveau d'information. Ils nous ont parlé du projet, comment le projet va se fonctionner. Nous sommes contents d'avoir ça. Ils sont venus nous dire que bientôt ils vont ouvrir beaucoup les entreprises, ils vont nous amener beaucoup de travail ici. Les travaux de construction sur ce site de 137 hectares seront pilotés par la société Arise Special Economic Zone, une société spécialisée dans le développement des zones spéciales et industrielles. 130 hectares seront développés en 3 phases, notamment la zone industrielle, la zone développement social et également la plateforme logistique. Les matières premières qui sont déjà disponibles sur le territoire seront donc transformées, donc éviter l'exportation de ces matières premières-là. Donc il y aura des industries textiles et des industries agroalimentaires. Il y aura 25 sociétés qui seront implantées. L'installation de la plateforme industrielle d'Adéti-Kopé est d'un grand atout pour les populations de la localité. Et l'Agence nationale de gestion de l'environnement compte y veiller pour que chacun ait gain de cause. L'évaluation comporte 2 phases. D'abord, les consultations publiques et ensuite la validation du projet en atelier national. Il faut donner la voix à la population pour s'exprimer sur ce projet. Et cette expression voudrait qu'ils s'approprient de ce projet, qu'ils connaissent bien le projet et qu'ils adhèrent. À part les emplois qui seront générés, il y aura le développement du pays. Le projet PIA sera placé sous le régime de la zone franche du Togo. Les travaux de construction vont durer 18 mois. Un document de 300 pages sur l'étude d'impact environnemental et social sur le projet est établi pour servir de justification à tous les acteurs. À ce jour du mercredi 25 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2889, 17 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2320, 25 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 505 et le nombre de décès est de 64. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa.
Et parlons toujours de la santé. Une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite vient d'être lancée cet après-midi à Lomé. Cette campagne de vaccination de riposte contre cette maladie se déroulera à partir de demain, 26 jusqu'au 29 novembre 2020, dans la région maritime et dans le Grand Lomé. Le deuxième tour de cette campagne fait suite à la découverte de cas de polio dans certaines régions du Togo et elle concerne les enfants de 0 à 5 ans. Edwige Atakpa Bassabi, Isaka Aruna et Sonia Amenepo pour des précisions. 2 gouttes de vaccin pour la petite Salimon. Et c'est parti pour le deuxième tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la région maritime et le Grand Lomé. La présence du ministre en charge de la Santé au démarrage de cette campagne démontre l'intérêt et l'importance accordée à l'événement et appelle à la mobilisation. C'est un vaccin qui a pour but de préserver nos enfants contre la poliomyélite, que nous sommes en train progressivement d'ailleurs d'éliminer. Et donc c'est pourquoi j'en appelle à tout le monde pour nous aider à réussir cette campagne de vaccination, pour que la quasi-totalité des enfants de moins de 5 ans soient touchés, que ce soit dans les crèches, dans les maternelles, dans les écoles, que ce soit dans les quartiers. Le premier tour de la campagne de réponse contre la poliomyélite, qui a eu lieu en septembre dernier dans ces zones, n'avait pas connu l'engouement escompté. Cette deuxième phase reçoit déjà un écho favorable auprès des populations. Je voudrais dire merci au gouvernement pour cette action. Ils sont venus vacciner nos enfants contre la poliomyélite. C'est une maladie dangereuse qui paralyse nos enfants. J'invite tous les parents à faire sortir leurs enfants pour les vacciner. Les enfants de 0 à 5 ans sont concernés par cette campagne. Le vaccin administré servira à renforcer leur immunité contre la poliomyélite. L'objectif du gouvernement et de ses partenaires est d'atteindre à 100% la cible. On doit faire encore des efforts pour immuniser correctement les enfants afin que ces poliovirus dérivés, eux aussi, ne soient plus nocifs pour les enfants. Ensuite, continuer à renforcer le PEV pour que tous les enfants puissent avoir leur dose, qu'on débarrasse totalement le pays de ce type de virus et qu'on s'occupe d'autres choses. Les parents sont donc invités à réserver un bon accueil aux agents communautaires de santé requis pour la campagne. Je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse sur les grandes lignes évoquées en Conseil des ministres ce mercredi. C'est une conférence de presse donc animée par le ministre en charge de la communication, professeur Akoda Ayiwada. J'ai une première préoccupation, elle est relative à la nouvelle société cotonnière du Togo. Qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement? Alors, quels sont les dessous? Est-ce qu'il faut dire que l'État est en train peut-être de céder ses 24% ou alors c'est juste la suite logique de ce processus qui avait été déjà engagé? Donc l'État a pris le parti de rechercher un partenaire à même de faire franchir un palier à cette nouvelle société cotonnière du Togo. Et ce partenaire, Olam, qui n'est véritablement plus à présenter dans la mesure où Olam est une société de référence dans l'agribusiness, un partenaire historique du Togo. L'État possédait 75% de la nouvelle société cotonnière du Togo. Et dans le cadre de ce partenariat stratégique, l'État a décidé de céder 51% de sa participation dans la nouvelle société cotonnière. Ce qui nous permet de revenir finalement à une présence de l'État dans le capital de la nouvelle société à hauteur de 24%, ce qui permet également de noter que la participation des producteurs qui sont regroupés dans une fédération demeure à 25%. Donc au total, nous allons avoir une société qui est structurée à 51% du capital autour de Olam, 24% pour l'État et 25% pour les producteurs regroupés en fédération. Je voudrais vous rassurer aussi sur un certain nombre d'éléments. L'État dispose de certains mécanismes dans cette société qui lui permettent de garantir la stabilité des revenus des producteurs, qui lui permettent d'avoir un droit de veto
sur certaines décisions à prendre, ce qui doit nous rassurer de ce que la démarche de l'État, qui est non seulement de moderniser cet outil et de lui permettre de doubler à terme ses rendements, ne cède pas complètement la société aux étrangers. Je suis Estelle Koudjounou, la directrice de publication du journal Kamgou. Ma question va porter sur la prise en charge des femmes enceintes. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il faut comprendre par cette mesure qu'à partir de très prochainement, dès que la femme est enceinte, il n'y a pas de dépenses engagées jusqu'à ce qu'elle n'accouche? Alors, la mise en place du programme de gratuité de la prise en charge de la femme enceinte au Togo, vous l'avez rappelé, est la concrétisation d'un engagement de campagne. L'engagement du chef de l'État, qui est celui de donner l'accès aux femmes enceintes aux soins les plus élémentaires, est aujourd'hui un engagement qui se traduit dès les consultations prénatales. Dès les consultations prénatales, la femme a droit à des soins gratuits. Et cela se poursuit jusqu'aux consultations postnatales. Mais attention, entre les deux, il y a également l'accouchement. Il y a l'accouchement qui est pris en soin, je l'ai dit, les actes, les soins, l'hospitalisation sont pris en charge. Et vous vous rappelez, des kits de césarienne étaient déjà disponibles dans le cadre d'un autre programme qui vient implémenter celui-ci, ce qui me permet de vous dire que les femmes enceintes seront prises en charge dès le début de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc, et au-delà de l'accouchement. Alors, permettez-moi à ce stade de vous proposer une schématisation. Lorsqu'on prend ce programme et qu'on le met côte à côte avec la gratuité de l'enseignement et qu'on le rajoute avec l'assurance maladie universelle, l'on peut avoir une photographie ou une image de l'enfant togolais de sa conception jusqu'à 18 ans. Autrement dit, sans trop s'avancer, on peut considérer aujourd'hui que le jeune Togolais, dès sa conception jusqu'à sa naissance, pendant ses études primaires, secondaires, jusqu'à un pas de l'université, est quasiment pris en charge par son État. C'est l'expression même de l'inclusion sociale, de la réduction de la pauvreté, ce qui donne de la marge aux parents. Pour aller plus en avant dans la réponse à votre question, relativement à la planification. Alors, aujourd'hui, l'outil le plus efficace pour le contrôle de l'espacement des naissances, c'est la planification familiale. La planification familiale appelle d'abord la responsabilité des uns et des autres. L'État met en place des mécanismes pour accompagner. L'État ne limite pas, n'impose pas un clausus numerus sur les naissances. Mais la responsabilité des uns et des autres, les campagnes actives et renforcées de planification familiale, d'information, avec l'appui des agents de santé communautaires, l'appui également des populations à la base, devraient nous permettre d'accompagner cette réforme-là pour que l'État ne se trouve pas étouffé par le nombre de naissances. Pour ce qui est des structures de santé, mais permettez-moi de rappeler que depuis 2006, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes, il y a des structures qui ont été mises en place. Je me permets de citer l'exemple de l'Egbasito ou de Mission Tové, où des structures dédiées à la femme enceinte ont été mises en place. Il faut mettre ces structures en lien avec le programme de rénovation, de réhabilitation et d'équipement des centres de santé dont nous avons parlé d'ailleurs lors du précédent Conseil des ministres et qui permet d'installer de façon structurelle sur toutes les régions de notre pays des infrastructures sanitaires durables et de qualité. Pour parler plus précisément du CHU Sylvanus Olympio, il y a des travaux qui sont en cours et il est à noter que le déploiement ou la montée en puissance de ces travaux-là sont prévus. Je peux aussi citer, pour finir, le centre de référence qui est en construction et qui, normalement, n'eût été les aléas de la pandémie, aurait déjà vu le jour. Au total, pour vous dire que aujourd'hui, ce programme permettra
aux femmes enceintes d'accéder aux soins du début de leur grossesse jusqu'à la fin et un peu plus loin. Et les centres de santé, pour les accueillir, ont déjà commencé à recevoir des équipements pour s'améliorer et continueront à en recevoir. La mesure de prise en charge gratuite des femmes enceintes au Togo est actuellement dans sa phase pilote. Donc la phase pilote consiste à identifier quelques localités et à tester l'efficacité de la mesure, mais l'engagement qui est pris par le gouvernement, c'est de démarrer le processus dans les plus brefs délais. Je m'appelle Octave Arlanco-Brousse, je suis journaliste à Togo First. Est-ce que cette nouvelle loi viendra abroger toutes les dispositions antérieures qui ont déjà été mises en place avec l'INAM, ou elle viendra se greffer à tout cela? La loi sur l'assurance maladie universelle au Togo est une loi à venir. C'est une loi à venir qui est construite d'abord sur le modèle de l'INAM. L'INAM, c'est 2012. Au départ, l'idée, c'est de permettre aux agents publics et assimilés d'accéder à des soins de santé essentiels. La démarche de l'État était d'abord une démarche de prudence et de responsabilité. En réalité, les agents de la fonction publique constituaient un pilote pour éprouver le mécanisme. Mais face à la demande et au regard de la volonté du gouvernement d'étendre ce mécanisme, il s'est avéré nécessaire de proposer un nouveau cadre juridique. Alors, la proposition de ce nouveau cadre juridique s'est imposée tout simplement parce qu'aujourd'hui, les futurs bénéficiaires sont nombreux et pour pouvoir modifier le texte existant aurait été quelque peu ardu. Donc, le parti qui a été pris, c'est de faire un nouveau texte beaucoup plus large qui va englober les différents futurs bénéficiaires. Mais le modèle qui sera implémenté sera le modèle de l'INAM en réalité. L'enrôlement des bénéficiaires, quitte à eux ensuite d'aller vers les structures sanitaires, de se faire soigner et de se faire rembourser une fois que ces soins sont effectués. Alors, monsieur le ministre, je voudrais évoquer une question qui est liée un peu au programme School-Assure. Mais est-ce que les objectifs qui se cachaient derrière ce programme-là sont plus ou moins atteints? Est-ce qu'il y a une satisfaction qui permet de poursuivre ce programme? Le programme School-Assure est un programme innovant pour nous, mais lorsque vous rentrez dans la réalité des faits, le programme School-Assure aujourd'hui entre en bénéfice à près de 2 millions de nos jeunes concitoyens. L'État considère le programme School-Assure comme un des éléments des filets sociaux. Je pense qu'il faut analyser School-Assure dans un panier de filets sociaux dans lequel il faut rajouter les cantines scolaires, la suppression des frais de scolarité. Alors, le programme School-Assure marche. Je voudrais vous rassurer là-dessus. Il marche parce qu'il permet à nos jeunes concitoyens de pouvoir aller à l'école sans encourir pour leurs parents des responsabilités démesurées. Donc, le gouvernement continuera ce projet-là parce que les indicateurs aujourd'hui sont rassurants pour que le projet aille jusqu'au bout. Lorsqu'on regarde attentivement la projection du gouvernement, c'est d'aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui en termes d'inclusion. Donc, les ressources à mettre à disposition pour atteindre ces objectifs seront débloquées pour que les uns et les autres puissent ressentir cette inclusion qui est espérée. D'accord, monsieur le ministre, ma deuxième question va porter sur l'assurance maladie universelle. Je voudrais savoir dans l'application, comment est-ce que cela va se passer, surtout au niveau des couches vulnérables? Le système qui est retenu, je le disais tout à l'heure, c'est le modèle de l'INAM. Et sur le modèle de l'INAM, aujourd'hui, vous êtes enrôlé. Vous êtes enrôlé, identifié d'abord, et de ce point de vue, un mécanisme va être très intéressant à scruter, parce qu'il rentre lui aussi dans cet enrôlement, c'est l'identification de nos citoyens. C'est l'identification de nos concitoyens. Une fois qu'ils sont identifiés, l'enrôlement sera facilité.
une fois que vous êtes enrôlé, identifié, rattaché à un régime d'assurance maladie, vous allez aux soins ou vous allez à la pharmacie, vous prenez vos médicaments, vous payez la part qui vous revient, et puis, ou alors vous payez la totalité, vous êtes remboursé, et le mécanisme se poursuit pareillement pour les soins dont vous pouvez avoir besoin tout au long de votre vie. Donc, le modèle retenu, c'est celui de l'INAM. Monsieur le ministre, le Conseil a aussi abordé un sujet au cours d'une communication. Il s'agit du schéma national d'aménagement du territoire. J'aimerais savoir si nous parlons toujours d'un même projet ou s'il s'agit de deux projets différents. Est-ce que ce schéma national est différent de la cartographie des infrastructures socio-économiques? Le schéma national d'aménagement du territoire part d'un constat qui peut être fait par chacun d'entre nous. Il y a trois déséquilibres. Le premier déséquilibre, c'est Lomé et l'intérieur du pays. Lorsque vous observez Lomé et vous rentrez dans les terres, comme on dit, vous constatez immédiatement un déséquilibre. Premier déséquilibre. Le deuxième déséquilibre, c'est entre les régions et l'intérieur des régions. Le troisième déséquilibre qui est notable, c'est celui entre les zones urbaines et les zones périurbaines, si vous voulez. Sur ces constats de déséquilibre, il s'est imposé l'établissement d'un schéma national d'aménagement du territoire. Pourquoi un schéma national d'aménagement du territoire? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un outil de planification qui permet un développement harmonisé, intégré des territoires. Alors, le schéma national d'aménagement du territoire n'est pas en contradiction avec la politique dont vous parlez tout à l'heure. Le recensement des infrastructures de notre pays vise d'abord à identifier les points de localisation de nos infrastructures publiques. Et une fois cette localisation effectuée, la deuxième phase, c'est d'intégrer la gestion de ces infrastructures pour en tirer le meilleur parti. Parce que par endroits, on a déjà observé des doublons, on a observé des infrastructures implantées, on va dire, de façon peu cohérente. Et au total, cette politique rentre en définitive dans le schéma national d'aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui est fait, on va dire, un peu en amont, mais qui sera reversé dans ce schéma national d'aménagement du territoire. Je voudrais revenir un peu sur la communication du ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Généralement, quelques jours après les rentrées scolaires, y compris cette année, on a des cris de détresse venant des chefs d'établissement qui estiment qu'ils n'ont pas encore la subvention. Alors, est-ce que ce sont eux qui sont trop alarmistes ou alors, effectivement, il y a des tracasseries administratives qui font que, dès le premier jour de la rentrée, ils n'ont pas ces fonds-là qui leur permettent de démarrer les activités? Alors, je peux vous dire que votre question tombe à pic, parce que nous projetons justement de proposer au ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques d'avoir un échange avec les journalistes pour éclairer sur la rentrée scolaire. Donc, vous aurez très bientôt en face de vous le ministre en charge pour vous donner d'amples éléments sur la question. Et pour finir cette information, la star du football argentin Diego Maradona est décédé ce mercredi des suites d'une crise cardiaque. Il avait 60 ans et c'est toute une planète qui pleure et salue celui-là qui aura été une véritable légende du sport roi. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Thank you.